toutes leurs actions. Nous devons nous poser la question de savoir pourquoi nous vivons sur un sous-sol riche et que nous demeurons toujours pauvres. Nous devons prendre notre destin en main. Nous devons nous dire que nous ne sommes pas nés en Afrique juste pour accompagner les autres. Nous devons vivre aussi, vivre décemment en profitant de la richesse et de nos potentialités. Les Africains ont toujours cru que Barack Obama, originaire du Kenya, par son père, un pays africain devrait faire plus pour ce continent. Plusieurs personnes avaient d'ailleurs versé quelques gouttes de larmes lors de sa première élection en tant que premier noir à être investi à la magistrature suprême américaine, le pays le plus puissant du monde. Le rêve de Martin Luther King était finalement réalisé ce jour et sa mémoire pouvait reposer en paix. Mais on oublie souvent que si Barack Obama est devenu président, c'est pour les Américains. Il a été élu par les Américains, pour les Américains. En tant que président d'une grande puissance, il pourrait intervenir dans certains dossiers, mais c'est à nous de prendre le taureau par les cornes et de faire changer la vision que les gens ont de l'Afrique. Voulons-nous que les gens nous voient comme ces habitants d'une Afrique pauvre, remplie de maladies, avec un manque criard de créativité, sous-développée, remplie de crises et de guerres? Non. Il faut alors être le changement. Et ce changement, c'est maintenant. Et c'est en Afrique, pas à l'extérieur. Souvent, nous nous attendons à un changement qui doit venir de l'extérieur, qui doit venir des autres, qui doit venir du ciel ou de quel Dieu. Et justement, cette conception du changement qui me fait que rien ne change. Chers amis de la Radio Cocorico Internationale, c'était votre dévoué, Ben Yahyafi, dans sa chronique hebdomadaire qui portait cette semaine sur le sommet États-Unis-Afrique, qui a eu lieu les 4, 5 et 6 derniers à Washington. En vous donnant rendez-vous la semaine prochaine, je vous souhaite de passer d'excellents moments sur les ondes de la Radio Cocorico Internationale. Bonsoir. Bonsoir Ben Yahya, et nous sommes très ravis vraiment d'entendre tout le récit que vous avez pu exposer. Mais avant de quitter, j'aimerais quand même poser certaines questions. Vous parlez des raisons sur l'intérêt d'Obama sur l'Afrique. Je pense qu'il y a un vrai intérêt de la part de Washington pour l'Afrique et qu'on peut parler d'une vraie volonté politique de développement des partenariats avec certains continents africains. Il y a des réels enjeux économiques. Il ne faut pas, je pense, avoir peur de dire, sans pour autant tomber dans le fantasme des enjeux géostratégiques ou encore de la théorie du complot qui viserait à sécuriser un certain nombre d'intérêts, comme on a pu l'entendre pour le passé, notamment à propos de l'Irak. Donc, où se trouve l'Afrique dans tout ça?
quels sont les enjeux, quel est l'intérêt de l'Afrique en répondant à Obama? L'intérêt de l'Afrique, c'est avant tout par rapport à ses richesses minières. Parce que, ne l'oublions pas, le continent africain regorge, d'après certains spécialistes, 70 à 80% des réserves mondiales. Et les industries américaines en ont forcément besoin. On a vu le déploiement des États-Unis en direction de certains pays du Golfe du Bénin et de certains pays producteurs de pétrole comme l'Angola. Donc, foncièrement, forcément, il y a des intérêts derrière et ces intérêts sont forcément liés aux ressources et aux richesses minières du continent. Donc, vous croyez que quand on parle de l'intérêt économique, il y a clairement peut-être un retard à rattraper. Quand on parle notamment de l'avancée de l'influence chinoise sur le continent africain. Et vous croyez que c'est à partir de ça que Washington a tiré très fort? C'est vrai que la Chine a une diplomatie économique très accessible comparée aux États-Unis et comparée à l'Union européenne. Les 10 dernières années, au moment où se tenait ce sommet, qui est le premier sommet États-Unis-Afrique, la Chine était à son 5e sommet. Au moment où les États-Unis avaient investi par le biais de la coopération économique, par le biais de cette diplomatie économique, 85 milliards de dollars, la Chine était à 210 milliards de dollars. Donc, en termes de diplomatie économique, la Chine est largement en avance. Parce qu'il faut aussi comprendre qu'à un moment donné, au moment surtout des indépendances, les États-Unis avaient une doctrine consistant à laisser le continent africain aux anciennes métropoles comme la Grande-Bretagne, la France, le Portugal et la Belgique dans une moindre mesure. Et c'est après que cette doctrine a changé. Bon, évidemment, il y a eu aussi des situations, des changements géostratégiques au niveau planétaire. La zone du Sahel est devenue une zone extrêmement dangereuse avec l'avènement de certains groupes djihadistes qui ont eu à perpétrer un certain nombre d'actes. Depuis les événements du 11 septembre, les États-Unis ont eu une autre vision par rapport à ce continent. Parce que si l'on sait que, bon, voilà, après ce qui s'est passé en Irak, après ce qui s'est passé en Afghanistan, l'Afrique est devenue cette terre de prédilection pour ces groupes djihadistes. Et la zone soudano-sahélienne est devenue un enjeu militaire crucial. Les États-Unis ont avoué avoir des bases secrètes. Et ce n'est pour rien que le commandement africain a été mis sur pied et qu'officiellement, parallèlement à ces bases secrètes, il y a 10 bases militaires qui ont été installées au niveau de certains pays. Ouais. Et un des résultats de ce sommet a été également un accord, une aide sur le plan militaire à un certain nombre de pays, dont le Sénégal. Et stratégiquement parlant, pour ne pas dire géostratégiquement parlant, ça devient un enjeu vital pour les États-Unis. C'est-à-dire que c'est une stratégie du continent consistant à anticiper pour que le problème ne se retrouve pas sur le sol américain, mais reste sur le continent africain et à travers ce continent qu'on essaie de résoudre le problème ou bien qu'on essaie d'éradiquer le mal à la racine. Ok, donc au-delà du prisme sécuritaire, il y a deux variables, à mon avis, qui sont importantes, à savoir, d'un côté du BRIC, Brésil, Russie, Inde et Chine. Et de l'autre côté, l'Iran, qui peuvent être perçus comme des continents, même si c'est réfuté de manière officielle par Obama, lorsqu'il dit que nous sommes plus dans un prisme ou dans un paradigme de guerre froide,
C'est vrai, mais il y a des réels enjeux derrière, ainsi que de l'influence politique. Qu'en pensez-vous de cela, M. Ben? Bon, c'est vrai que les BRICS sont en train de constituer une force économique, parce que parmi les 10 pays qui ont eu des taux de croissance assez appréciables, il y a des pays des BRICS, il y a également 3 ou 4 pays africains. Donc, ce qui fait que les BRICS, sur le plan économique, constituent, je ne dirais pas une menace, mais un concurrent, des pays concurrents par rapport à l'hégémonie économique américaine. Parce que parmi ces pays, il y a la Chine. La Chine qui, sur le plan politique, est toujours officiellement communiste, mais qui utilise les méthodes du marché capitaliste pour étendre ses tentacules un peu partout dans le monde. Il y a la Russie. Et actuellement, avec ce qui se passe en Ukraine, des sanctions ont été prises à l'endroit de certains dirigeants, à l'endroit de certaines entreprises, à l'endroit de certaines banques russes. Et donc, parallèlement à la coopération bilatérale que développe la Russie, il y a aussi cette coopération multilatérale et elle ne peut se faire qu'à travers les BRICS. Récemment, on a vu que les BRICS ont l'intention de créer quelque chose qui serait antagonique au Fonds monétaire international, une certaine banque qui permettrait de faire face au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. C'est toujours lié à ces enjeux politico-économiques. Et les États-Unis en sont conscients, de même que les BRICS. Et moi je pense que les 2 à 5 années à venir, si cette croissance au niveau des BRICS se maintient, on va avoir une situation qui va nous édifier sur beaucoup de choses, sur le plan économique, sur le plan surtout géostratégique. Donc, pour donner quelques chiffres, la Chine, c'est 100 milliards sur le plan commercial en moins de 10 ans, avec 2 partenaires principaux qui sont le Nigeria et l'Algérie. Et quand on connaît le prisme américain, notamment sur l'Afrique occidentale, le Nigeria et l'Algérie sont 2 partenaires principaux par conséquent. Il y a vraiment une volonté à suivre de près ce qui se passe au niveau de la Chine et au niveau des intérêts commerciaux. Vous voulez parler d'intérêts économiques, M. Ben? Il y a clairement un retard à rattraper, je pense, notamment pour contrer l'influence chinoise sur le continent africain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'ils veulent faire, ces Américains-là, en Afrique? Le développement passera par nous-mêmes. C'est vrai qu'on peut utiliser certains mécanismes de la coopération multilatérale comme de la coopération bilatérale. Quand je parle de la coopération bilatérale, les États-Unis offrent à certains pays africains la possibilité par le biais de l'AGOA de pénétrer le marché américain. Ce qui n'est pas forcément le cas avec le marché européen. On a vu que on nous a contraints, et c'était même une thématique qu'on a eu à développer dans notre chronique hebdomadaire par rapport aux APE. Quelque part, on nous a contraints à signer des accords de partenariat économique qui sont, à mon sens, la continuité d'une certaine dépendance économique vis-à-vis de l'Europe. Maintenant, est-ce que derrière, il y a une volonté politique de nos États? Parce que les contraintes, il y a des contraintes. Pour pénétrer le marché américain, au niveau de l'AGOA, il y a des règles sanitaires à respecter. On nous dit que il y a un pourcentage qu'il faudrait respecter par rapport à la matière première. Il faut qu'elle soit locale. Et donc, ce qui fait que il faut que nos États, les États africains, soutiennent cette industrie avant tout locale. Et le paradigme par rapport à toutes ces questions, c'est que d'un autre côté, il y a les produits chinois qui entrent en Afrique et qui font que nos industries locales, le noyau, les embryons qu'on avait, commencent à mourir du fait de cette concurrence chinoise.
Là où on a un souffle en plastique en Afrique de l'Ouest, avec la production locale qui coûtait sur le